continuer notre cours sur les interférences. Donc, on a dit que les interférences notent que de la diffraction, mais cette fois avec des sources qui sont discontinues. On a dit que pour observer les interférences, il faut au moins deux sources qu'on qualifie de sources secondaires, justement parce que ces sources, ils doivent vérifier certaines conditions. Première chose, il faut qu'elles émanent toutes de la même source qu'on qualifie de primaire. Deuxième chose que nous avons démontré, c'est qu'il faut qu'ils aient la même fréquence. Et on a dit qu'il faut garder leur polarisation, c'est-à-dire les directions de vibration du champ, proches pour pouvoir observer les interférences. Donc le problème c'était ça, donc on a deux sources S1 et S2, donc elles émanent de la même source, et a priori ils ont la même fréquence, et en un point M ils peuvent interférer, donc nous allons calculer l'amplitude du point M, ce n'est autre que la somme des amplitudes émises par S1 et S2, ce qui nous a permis donc en fait de calculer l'intensité au point M, qui n'est autre que l'intensité émise par la source S1, plus l'intensité émise par la source S2, plus un terme qu'on appelle terme de cohérence, qui est fonction de déphasage entre les deux sources S1 et S2, qui est dû aux chemins optiques qui sont différents. Donc nous avons calculé ce déphasage, donc lorsque S1 et S2 ils sont en phase, ce n'est autre que 2π sur lambda, donc c'est le vecteur rond qui multiplie la différence de marche, c'est-à-dire la différence entre les deux chemins optiques. LS2 moins LS1. Donc, durant tous les problèmes d'interférence, on aura à calculer ce déphasage, cette différence de marche, et par conséquent le déphasage, et finalement calculer l'intensité sur un écran. Ben justement, sur l'écran, les points qui ont, disons, la même différence de marche, la même phase, par conséquent la même intensité, ils font ce qu'on appelle des franges d'interférence. Donc il faut que l'intensité pour ces points soit constante. Autre critère important donc, pour analyser les figures d'interférence, c'est ce qu'on appelle donc en fait le contraste ou bien le facteur de visibilité. On a ici trois figures. Vous remarquez que pour cette figure, on ne peut pas parler des interférences, justement parce qu'on ne peut plus distinguer entre franges brillantes et franges sombres. Et de là, on a introduit ce terme, c'est-à-dire le facteur de visibilité, qui n'est autre que Imax moins I sur Imax plus I. Ce facteur de visibilité il est maximal lorsque les sources sont cohérentes et il est égal à 0 lorsque les sources sont incohérentes. Donc cette expression-là, on l'obtient à partir de l'expression de l'intensité, c'est-à-dire lorsque le phi il multiplie les 2π, c'est-à-dire le cosinus phi maximal, c'est-à-dire égal à 1, on obtient Imax. Et lorsque cosinus phi égale à moins 1, on obtient I, et en faisant la différence, donc on obtient cette expression. Autre chose importante, c'est-à-dire pour observer les interférences, on a les deux sources, donc a priori maintenant, ils sont cohérents. On a les faisceaux lumineux, donc on a dit que la lumière, ce n'est autre que des trains d'onde. Ils ont, bien sûr, ces trains d'onde, ils ont une durée déterminée, donc par conséquent, ils ont une longueur de cohérence. Donc on peut caractériser une source par ces longueurs de cohérence des trains d'onde qui sont émis. Et a priori, au point M, si jamais ces trains d'onde arrivent en différé, c'est-à-dire ils ne se chevauchent pas au point M, donc on n'observe pas d'interférence. Pour pouvoir observer des interférences, il faut justement que les trains d'onde se chevauchent au point M, même partiellement.
et par conséquent, sur l'écran, au-delà d'une certaine limite, donc au-delà d'une certaine valeur de la différence de marche, on risque de ne plus observer des interférences. Donc on a établi que pour observer des interférences, il faut que la différence de marche soit plus petite que la longueur de cohérence de la source qu'on utilise. La dernière fois, on a traité au détail, donc on a fait les calculs, donc dans le cas du plus simple l'interféromètre, ou bien on a repris l'expérience Dion. Donc ce n'est autre qu'un masque dans lequel il y a deux fronts qui sont distants d'une distance petit d. Et lorsqu'on l'éclaire, on observe sur un écran qui est positionné à une distance d déterminée, des franges, vous remarquez qu'ils sont rectilignes, ils sont parallèles et équidistants. Justement, en calculant la différence de marche, nous avons remarqué que les fonctions de x, de la distance b qui sépare les deux fronts, et de la distance d qui sépare les fronts d'ion de l'écran. L'indice n, c'est l'indice dans le milieu on fait l'expérience. Donc si c'est de l'air, l'indice n égale à 1. Donc on remarque que la différence de marche dépend que de x, ça veut dire que les déphasages ne dépendent que de x, et par conséquent en gardant y constant, ça veut dire que l'intensité ne change pas. Donc c'est pour ça qu'on obtient des franges rectilignes. Et on a aussi calculé l'interfrange. L'interfrange n'est autre que la distance qui sépare deux franges successives de même nature, qu'elles soient sombres ou claires. On a calculé cette interfrange, on a trouvé qu'elle est égale à lambda d sur m. Donc elle dépend de la longueur d'onde, elle dépend de la distance qui sépare les fronts d'ion de l'écran, et bien sûr elle dépend de la distance qui sépare les deux fronts. Vous remarquez qu'il ne dépend pas de x, il ne dépend pas de la position. Et par conséquent, on qualifie les franges qu'on observe avec les fronts d'ion comme des franges qui sont équidistantes. Autre paramètre que nous avons introduit la semaine dernière, qui permet donc d'analyser les figures d'interférence, c'est ce qu'on appelle l'ordre d'interférence. Ce n'est autre que la différence de masse sur lambda. Il nous permet justement d'attribuer un numéro aux franges d'interférence. La frange centrale pour laquelle la différence de masse est égale à 0, ça veut dire S de m moins S1m est égal à 0. Donc en fait, on trouve 0, donc c'est la frange centrale. La première frange brillante, donc, il aura un numéro égal à 1, la deuxième 2, et ainsi de suite. Et on peut aussi calculer l'ordre des franges sombres. En fait, on a vu la semaine dernière que en fait, ce sont des demi-entiers. Donc la première frange sombre, il aura un numéro 1, 2, la deuxième 3 demi, et ainsi de suite. Donc tout ça, nous l'avons vu la dernière fois. Nous avons aussi vu que lorsqu'on a deux sources comme ça, S1 et S2, et qu'on cherche les courbes qui vérifient que la différence de marche est constante, on a dit que ces courbes-là, ils forment des hyperboloïdes, et par conséquent, lorsqu'on installe un écran, les figures d'interférence qu'on observe, ce n'est autre en fait que l'intersection de l'écran avec ces courbes. Donc, lorsqu'on met notre écran dans un plan qui est perpendiculaire, disons au plan qui contient S1 à l'axe S1, S2, on obtient dans cette zone-là des franges rectilignes parallèles équidistantes. Dès qu'on s'éloigne trop de l'axe, on obtient des hyperboles. Et on a démontré aussi que lorsqu'on met notre écran dans un plan qui est perpendiculaire à l'axe S1, S2, on a vu que par symétrie des problèmes, on obtient en fait des airs. Alors, dorénavant, pour n'importe quel interféromètre, si vous arrivez à identifier la position de l'écran par rapport aux sources, au plan par un axe qui contient les deux sources, vous aurez une idée sur la nature des franges d'interférence que vous risquez d'obtenir.
les franges d'interférence, c'est la coupe donc, de ces courbes-là avec la direction, avec par contre le plan qu'on utilise comme écran. La dernière fois aussi, on a vu que puisque les deux sources secondaires émanent de la même source primaire, je vous ai dit qu'il y a différentes techniques pour pouvoir créer les deux sources secondaires à partir de cette source primaire. Parmi ces techniques, c'est ce qu'on appelle la division du fondant. En fait, on a par exemple ce fondant. Si on prend l'exemple des fonds d'ions, qu'est-ce qu'ils font les fonds? Ils vont diviser ce fondant. Par conséquent, on peut maintenant regrouper un ensemble d'interféromètres où les caractérisons soit avec division de fondant ou bien dans d'autres exemples en division d'amplitude. Parmi un exemple très simple, parmi les interféromètres à division de fondant, on a par exemple le biprisme de Fresnel, ce n'est autre que deux prismes qui sont associés par leur base. À une distance donnée, on va mettre une source primaire. En envoyant des faisceaux lumineux, par exemple sur le premier prisme, on va observer une déviation vers la base. Il ne faut pas oublier les prismes qu'on utilise ici, c'est un prisme avec un angle très très petit. Et par conséquent, on travaille au minimum de déviation. Donc l'angle θ0, c'est-à-dire que n-1 fois A. Le faisceau qui va partir vers la base, donc ici il ne sera pas réfracté, mais pour le deuxième dioptre, il sera réfracté vers la base. Pour quelqu'un qui va mettre son œil ici, ce faisceau divergent, en fait, il provient d'une source en fait virtuelle S1. On fait la même chose pour l'autre prisme, donc celui d'en bas. On remarque que sur l'écran, il y a une zone qui reçoit de la lumière provenant de S2 et une lumière provenant de S1. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la zone d'interférence. Donc dans cette zone, puisque l'écran est parallèle à l'axe S1 et S2, en fait on va observer des franges rectilignes parallèles et équidistantes. Si on calcule la distance que sépare S1 et S2, connaissant la distance qui sépare en fait la source des biprismes et connaissant la distance qui sépare les biprismes de l'écran, on peut en fait utiliser les relations que nous avons déjà développées pour les fonds d'ions pour interpréter la figure d'interférence. Ça veut dire qu'on aura la même différence de masse, c'est-à-dire CB fois la position X du point M dans cette zone, fois cette distance. En fait, c'est un exercice de la série. Pour le traiter, en fait, il faut négliger la largeur de la base qui est très très négligeable dans les autres distances. On remarque aussi que l'angle θ0, on le retrouve ici, et par conséquent, connaissant la distance qui sépare la source du biprisme, on peut calculer en fait cette distance B qui sépare les deux sources, c'est-à-dire la distance. En fait, on trouve que B, c'est notre 2n moins 1A fois n. Il va dépendre de l'angle, des prismes qu'on utilise, de la position donc, de la source par rapport au biprisme, et bien sûr de l'indice des prismes. Autre interféromètre à division de fondant. Si les bilantiers de biais, cette fois on va prendre deux, c'est-à-dire on va scier les lentilles en deux et on va les écarter dans ce sens. Et on empêche la lumière de passer ici. Donc lorsqu'on a une source, on envoie un faisceau, donc il va créer donc, cette lumière sur l'écran qui est divergent. Ce faisceau divergent, donc on aura l'impression qu'il vient
qui vient donc de cette source S1, donc qui est réelle dans ce cas. Si on fait la même chose pour l'autre demi-lentille, on remarque que sur l'écran, on va avoir une zone qui va recevoir la lumière provenant de S1 et de S2. Et si S1 et S2 donc vérifient les conditions de cohérence, on risque d'observer des interférences. Vous remarquez que c'est la même chose. S1 et S2 sont dans un plan, dans un axe parallèle à l'axe de l'écran. Et par conséquent, dans cette zone-là, on va observer des franges rectilignes parallèles et équidistantes. Donc, si on arrive à déterminer cette distance qui sépare les deux sources et la distance qui sépare ces deux sources de l'écran, on peut de la même manière appliquer toutes les relations que nous avons développées pour les fondus. Bien sûr, pour retrouver les positions de S1 et S2, connaissant donc la distance focale des deux lentilles, il suffit d'appliquer les relations de conjugaison pour le voir. Sachant que ce point-là, les plans qui contiennent les deux sources, ils sont très très proches. Ce qui va nous permettre en fait de calculer cette distance petite. Le petit b dépend en fait de l'écart que nous avons introduit entre les deux demi-lentilles. Autre interféromètre, la division du fondant. Cette fois, donc c'est ce qu'on appelle les bilentilles de Meslin. Donc, en fait, cette fois, au lieu d'écarter verticalement les deux demi-lentilles, en fait, on va les décaler sur le même axe. En envoyant de la lumière sur la demi-lentille, par exemple d'en haut, on a ce comportement de la lumière. Si on fait la même chose pour l'autre demi-lentille, on aura ce comportement, sachant que S1 et S2 sont les images, eh bien, les conjugués de S par ces deux demi-lentilles. Bien sûr, ils sont écartés justement parce que les demi-lentilles sont écartées. Et vous remarquez ici qu'entre S1 et S2, on aura une zone qui va recevoir la lumière du demi-lentilles. C'est ce qu'on appelle la zone d'interférence. Et par conséquent, maintenant, pour observer les interférences, il faut mettre votre écran dans cette zone d'interférence. Vous remarquez ici, l'écran il est perpendiculaire à l'axe S1, S2. Et par conséquent, ce qu'on risque d'observer, ce sont des anneaux. Mais dans cet interféromètre de Meslin, puisqu'il n'y a pas de lumière de l'autre côté de l'axe, en fait, ce qu'on observe, c'est uniquement des demi-anneaux. En fait, c'est un ancien exercice de la SE3, on fait des demi-anneaux. Autre interféromètre, qui s'apparente à la même catégorie, c'est ce qu'on appelle le miroir de Fresnel. Cette fois, on aura deux miroirs qui sont solidaires en un point haut, mais qui font un angle alpha entre elles. Ils ne sont pas dans le même axe. Cet angle alpha, en fait, il est très très faible. Faites attention. Donc, si on illumine ces miroirs avec une source S, la source S, on l'a mis à une distance D déterminée, disons de ce point-là, le centre des deux miroirs de Fresnel. Donc, en envoyant de la lumière sur le miroir, lorsque vous essayez de dessiner, lorsqu'on envoie ce faisceau, tracé anormal, vous gardez l'angle d'incidence également de réflexion. En fait, on obtient une lumière comme ça qui diverge sur l'écran. Et pour quelqu'un qui met son œil ici, cette lumière, en fait, elle provient de l'image de S par le plan, donc qui contient ce miroir. Vous remarquez ici, contrairement à l'interféromètre de tout à l'heure,
la source S1 secondaire, elle est virtuelle. Si on fait la même chose pour l'autre miroir, on trace la normale et le faisceau réfléchi en gardant l'incidence également de la réflexion, on trouve que cette deuxième cône provient, comme de lumière divergente, provient d'une autre source S2, qui est virtuelle aussi. Donc en fait, dans une partie de l'écran, on remarque qu'il y a une zone qui reçoit de la lumière provenant de S1 et une lumière provenant des S2. Donc c'est la zone d'interférence. Et vous remarquez que S1 et S2, a priori ici, ils sont dans un plan, dans un axe qui est parallèle au plan de l'écran. Et par conséquent ici, on va observer des franges rectilignes, parallèles et équidistantes. Pour traiter le problème, il faut tout effacer. Ce qu'il faut garder, il faut juste calculer la distance que sépare les deux sources. Il faut calculer et bien mesurer la distance que sépare ce plan-là du plan de l'écran. Pour pouvoir calculer cette distance, il faut savoir que S1 et S2 sont inscrits dans un arc. Il faut identifier en fait cet angle-là pour pouvoir calculer sa tangente. Connaissant la distance D qui sépare S du haut, qu'on retrouve ici, on peut facilement donc en fait calculer B. Maintenant, la différence de masse n'est autre que B fois la position X qui détermine le point M dans cette zone-là par rapport au son sur cette distance globale qui sépare le plan des sources de l'écran. D'ailleurs, cet interféromètre, vous allez le voir en TP. Vous allez le voir en TP puisque vous allez l'utiliser pour justement mesurer la longueur d'onde de la source laser que vous allez utiliser. Autre interféromètre qui est aussi simple, on a un miroir, on a une source et on envoie de la lumière directement sur un écran, mais une partie de la lumière s'arrange pour qu'elle soit réfléchie sur le miroir. Et vous remarquez que sur une partie de l'écran, il y a une zone qui reçoit de la lumière provenant directement et réfléchie, donc c'est la zone d'interférence. Et par conséquent, la lumière qui est réfléchie, on aura l'impression qu'il vient de l'image de S par ce plan-là. Et par conséquent, on a une source virtuelle S2, alors que S, la source primaire, joue dans cet interféromètre aussi bien le rôle de source primaire que de source secondaire. Et on remarque que pour ces interféromètres, la nature de la source n'est pas primordiale, qu'ils soient toutes les deux virtuelles ou réelles, ou l'une virtuelle et l'autre réelle, ça ne change rien. Ce qu'on va obtenir configure l'interféromètre. Donc maintenant, si on identifie la distance qui sépare les deux sources, pourquoi la source doit être raison à ce point. C'est une distance B très petite, donc c'est nous qui la choisissons. Connaissant la distance qui sépare ces deux sources de l'écran, on peut facilement reprendre les résultats que nous avons développés pour les fondions pour traiter cet interféromètre. D'ailleurs, c'est l'exercice 2 de la série 4 cette fois. La semaine prochaine, on va traiter donc en fait les interféromètres à division d'amplitude. Et nous avons dit on a donné l'exemple par exemple de la lame semi-transparente. Il nous permet donc en fait de prendre un fondant, de le garder intact, mais en fait on a divisé juste l'amplitude et l'intensité de la lumière qu'on va exploiter dans ces interféromètres.